Rendre hommage au commandant Roland Champenier, à ses camarades et à travers eux à tous les résistants et patriotes qui ont sacrifié leur vie pour que la France retrouve son honneur et sa liberté. La gerbe de l'ANAC et de la FNDRP de la Nièvre est déposée par Mme Marie-Claude Boussard et Mlle Josette Ragobert, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de l'ANAC de la Nièvre, et M. Marcel Henry, président départemental de la FNDRP, ancien résistant des maquis Roland Champenier. Alors, on est le 7 avril 43. Oui. Quelle heure il est? Oh, ça peut être 10 h du soir. Ah, c'était tard le rendez-vous? Ah oui, c'était tard. 9h30, 10 h. Parce que le cinéma, il sortait à 10 h, je crois. Ouais. Le temps qu'on arrive là-bas, tu vois. C'était Surieux qui était le chef de la mission. Donc vous, on vous a juste dit, on va chercher quelqu'un. Ah oui, oui, c'est tout. Et vous faites la sécurité autour de... Vous allez là-bas pour renforcer l'équipe, c'est tout. D'accord. Et donc on imagine que c'était peut-être la maison au volet Bordeaux. Voilà. Et on a vu les gars rentrer là. Hein. On s'est demandé après qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Alors Surieux s'est détaché du groupe et puis il est venu nous voir. Et il nous a dit, les gars, vous pouvez repartir, on décroche. La mission est annulée. Alors les gars sont partis par la rue des Boucheries, là, puis Surieux est monté par là, ils se sont rejoints là-haut, et nous on a pris la rue Saint-Étienne. Et alors là, est-ce que tu te rappelles, genre vous marchez vite, Ah bah oui, on n'a pas moisi là. Oui. Là, puis on regardait toujours derrière nous s'il y avait pas quelqu'un. Ouais. Et donc vous étiez trois, chacun armé? Oui, oui, on était tous les trois armés. Puis il faisait un temps, dis donc, il pleuvait. Ah bon? Une corde. Oh la vache. Puis alors là, j'imagine qu'on va pas être loin de voir l'endroit où il y avait ce fameux restaurant qui s'appelait le Pan. Il doit être par là, sur la droite, là. Ça doit être là. Ça doit être là. Ça doit être ici. Il était le Pan. Donc là, on se trouve là, vous êtes tous les trois, oui. Vous marchez d'un bon pas. Alors on est à peu près ici, là, comme ça, quand il est sorti. Il était juste devant nous. Là, on est alors à 10 mètres, quand il est sorti, que la fille était derrière lui, Tomé il a dit, oh mais il dit, je la connais. Il dit, alors on s'est arrêté, on a échangé une cigarette. Ah oui. Ah oui, pour le laisser partir devant. Et après, on l'a laissé partir, disons, 20 mètres, quoi. Suivait à peu près. Et vous avez vu que c'était un officier? Ah bah oui, oui. C'était clairement un officier. Ah oui, oui, il avait la casquette et puis... Ouais. Donc là, vous prenez le temps d'allumer une cigarette, vous le laissez partir un peu. On le laissait partir, puis on le suivait. Puis vous reprenez votre chemin. On le suivait. On se regardait, on disait rien. Donc là, Alors, on est arrivé là, et quand il a traversé la place, il est passé sur la plateforme du lampadaire. Et là, il s'est arrêté. Et alors nous, quand on l'a vu qu'il s'arrêtait puis qu'il se retournait, on s'est écarté. C'est ça qui lui a donné le soupçon. Alors moi, je suis passé par la gauche. Tu es passé par là? Et puis Lambert était sur la droite. Et Tomé, il était rentré ici, dans le café. D'accord. Il s'était planqué. Ah ben, ouais. Alors, quand il nous a vu nous séparer, il est venu vers nous. Et c'est là qu'il a essayé de dégainer son revolver. Donc ça se passe vraiment là? À peu près là. Moi j'étais à 400 mètres.
Alors j'avais mon revolver dans la poche, je suis sorti puis j'ai tiré comme ça. J'ai envoyé les 3 coups, pan, pan, pan. T'as tiré 3 fois. Oui, et il est tombé à genoux et Lambert lui a mis une balle dans la tête. En s'approchant de lui encore plus ou... Oui, oui, Ah, oui. oui, oui. Et là, il s'est écroulé et le revolver, il a glissé sur les pavés jusque là-bas. Et j'allais aller pour le ramasser, puis j'ai entendu courir dans la rue de la préfecture, là, des cheleux qui avaient entendu les coups de feu d'arriver. Alors, c'était la sortie du cinéma, on se mélangeait à la foule. Alors, on va s'avancer. Alors on l'a laissé par Donc là, terre. on a le bonhomme qui est là. On l'a laissé par terre et puis on s'est mélangé à la foule qui sortait du cinéma. Et on a pris la rue Anthony. Là, vous avez couru tout de suite Ah j'imagine non, non, on a Non, marché. continuez de marcher. On a traversé la foule normalement, hein, comme si rien n'était. Hein. Alors on entendait les réflexions. Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu les coups de feu, tout ça. Nous, on n'a rien dit. On s'est mélangé et on a pris la rue Anthony Duvivier et on a commencé à longer la marche. Et après, c'était la course-poursuite. Alors quand on est arrivé, Marc nous a dit « Qu'est-ce que vous avez foutu ?» Oui, comment vous lui avez... Bon, on lui a raconté, il nous est arrivé une drôle d'aventure. Hein. On lui a raconté comment ça s'était passé, quoi, qu'on avait rencontré un officier allemand, qu'on était obligé de l'abattre. Hein. Alors il n'en revenait pas, lui. Il a dit « Mais c'est pas possible. » Il dit « Comment vous avez fait avec l'instruction que vous avez réussi à faire ça ?» Ben, il dit « Oui. » Ah, il dit c'est bien, ouais. Mais il dit, je vous dis tout de suite qu'on a les flics sur le dos. La police spéciale est sur notre dos. Il faut qu'on déménage tout de suite. Alors, il avait allumé un bon feu. Hein. On avait une cuisinière, elle était presque toute rouge. Ouais. On s'est séché un peu. On s'est ravitaillé, parce qu'on avait faim. Avec ce qu'on avait, bien sûr, c'était pas évident. Et après, il dit à 5 h, il faut qu'on déménage. À 5 h du matin. 5 h du matin. Et donc, quand on était prêt à partir, Jules! C'était Pio qui l'appelait. Il était devant le fusil mitrailleur de la SPAC. Hein. Et il avait servi de bouclier. Hein. Alors Jules, quand il a entendu Marquereau, quand il a entendu son nom, parce que Jules, c'était son nom de maquis, hein, il est sorti. Il prend mon revolver qui était sur la table. J'avais remis les cartouches qui manquaient de la veille. Les 3 cartouches? Oui, 3 cartouches. J'en avais remis, je les avais remplacées. Puis je lui ai dit, je dis, sors pas comme ça. Je dis, tu prends mon flingue là. Alors il prend le revolver, il était arrêté avec. Il l'avait à la main. Il a franchi la porte, puis je te dis, il faisait noir. Hein. Les gars lui ont sauté dessus, il n'a pas eu le temps de voir. Il n'a pas eu le temps de les voir. Ils n'ont pas tiré? Ah, ils n'ont pas tiré sur le coup. Ils ont fait les sommations, c'est ça qui nous a mis en alerte. Nous, on a sauté sur les armes qu'on avait. Moi, j'avais un fusil masse, un masse 36. Et puis, on s'est mis aux aguets, quoi. Alors, ils l'ont arrêté, ils l'avaient couché par terre, ils lui ont mis les menottes, et puis, ils l'ont relevé. Il dit, alors, on a entendu, où sont les autres? Alors les autres, c'était nous, on était là. Alors, ils ont commencé à tirer, et moi j'ai riposté. Mais je ne les voyais pas, hein. J'ai tiré au hasard. Et ça durait quand même 1 h 30 comme ça. Hein. 1 h 30? 1 h 30, oui. Oui. Qu'on les a tenus en arrêt. Et puis ils en avaient tellement marre, le mec qui avait le fusil mitrailleur, parce que c'était le fusil mitrailleur qui avait servi à l'attentat contre DA. Qu'ils avaient pris sur Blain, à Ménétréol dans le Cher. C'est Blain qui était le tireur et il avait gardé le fusil mitrailleur. Alors comme ils l'avaient arrêté, ils avaient récupéré le FM. C'est un fusil français, un fusil mitrailleur français. Et ils en avaient marre, parce qu'ils n'osaient pas approcher comme on tirait aussi nous. Alors le mec il est venu sur le côté du mur, et puis quand en face de la porte, il donne un coup de pied à la porte, puis il a lâché sa rafale. C'est là que j'étais blessé. Donc là, il décide l'assaut final, quoi. Oui, donc oui. Il rentre là-dedans avec le fusil mitrailleur. Il a arrosé la pièce. Et tu as été le seul à être blessé? Ah oui, parce que j'étais au-dessus des autres. Ils étaient couchés par terre et moi j'étais dessus. J'étais trop haut.
Alors j'ai reçu une balle dans l'épaule, là. Et une qui m'avait brûlé là. Hein. Et puis une les côtes, là. Juste effleuré, hein. On voyait la trace comme ça. Deux qui t'effleurent et une qui te traverse. Qui m'avait traversé l'épaule. Ah oui, bah, on a tous été soupçonnés. Blin, Marquereau, Thomé, Lambert et moi. On est tous montés au 2e étage au service allemand. À la prison. À la prison. Mais c'est moi qui étais le plus visé. Parce que c'est moi qui ai subi le plus d'interrogatoires. Les autres aussi. Hein. Mais moi, j'en ai subi des sévères. Hein. Et ils m'ont posé franchement la question, c'est vous qui l'avez tué? J'ai dit non. Non, c'est pas possible. Et là, c'était des Français ou des Allemands qui Des Allemands. Les Allemands, c'était un colonel, un vieux birbe de la guerre de 14-18. Hein. Qui parlait français? Ah oui, il parlait bien français. Hein. Il faisait l'office de juge d'instruction. Et alors, est-ce que tu peux nous dire à nouveau par quelles circonstances le gendarme français s'est mis quand même à indiquer aux Allemands que c'était peut-être toi le tireur, c'est-à-dire quand tu as été hospitalisé? Ah bah oui, le fameux Duprilot, là, c'était pas un gendarme, c'était un flic. Hein. Ouais. Un flic du commissariat. Ben oui, c'est eux qui étaient chargés de nous surveiller. Hein. Alors, ils m'avaient amené à l'hôpital quand Dincombe m'a opéré, quoi. Et à la fin de l'opération, j'étais en réanimation. Ça existait déjà à ce moment-là, hein, ouais. Parce que j'avais été anesthésié complètement. Et j'étais dans une chambre, et j'étais gardé par lui, le brigadier Duprilot, là, et Alexandre, un flic. Hein. Ils me surveillaient. Et quand je me suis réveillé, j'ai prononcé des paroles, j'ai parlé de l'attentat de la place Chaméane. Et lui, il a tout noté. Et quand j'étais réveillé complètement, il dit, mon Lascar, il faut qu'on discute tous les deux. Alors il m'a posé des questions sur ce que j'avais dit. Je dis, moi, j'ai rien fait. Je dis, j'en ai parlé. Je dis, j'ai entendu les flics qui en parlaient au commissariat, à la gendarmerie, avant de venir ici. Hein. Je dis, ça m'a travaillé l'esprit, parce qu'on vient d'être arrêté, il y a eu un attentat la veille. Je dis, c'est pour ça que j'en ai parlé. Il a avalé ça. Hein. Mais n'empêche qu'il a fait son rapport à la Gestapo, hein, sur tout ce que j'avais dit. Parce qu'ils me l'ont ressorti après dans les interrogatoires. Alors j'ai tenu jusqu'au bout, j'ai dit non, j'étais à la Fontaine-du-Bois, j'étais à 20 km d'ici. Ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi, voilà. Et nous, on n'a pas eu quand même... on a eu des sévices, oui, mais pas au point de Piot. Ouais. C'est Piot qui a dérouillé le plus, parce qu'il le connaissait comme responsable. C'est... Tous... Marquereau aussi, il était connu comme responsable. Puis après, ils avaient toute la liste des syndicalistes de Vaucelles. Ils ont tous été arrêtés après nous. Hein. Il y en a eu quand même 37 d'arrêtés. Hein. Alors de le raconter, ça y était, le soir, je fermais pas l'œil de la nuit. Et ça existe encore. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Je vais aller dans un collège, je vais leur expliquer ça, parce que les gosses, ils posent des questions. Hein. Je vais leur répondre, je vais leur expliquer, je vais leur raconter. Le soir, je ne peux pas fermer l'œil. Ouais. C'est terrible. Tu vois son visage. Ça peut marquer. Hein. Tu vois son visage, tu as une précision. Oui. Le visage, non, pas tellement, mais je vois surtout le buste, parce que je te dis, il faisait noir. Hein. Et puis il y avait juste cette lumière blafarde qui descendait du lampadaire, on ne voyait pas tellement clair. Hein. Mais ça me restera jusqu'à la fin. Hein. Et alors cet officier, après, vous avez eu un peu d'informations sur qui il était? Ah ben oui, c'est les gardiens de prison qui nous l'ont appris. Hein. Oui. On a posé des questions comme ça, idiotes. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il nous racontait tout un tas d'histoires qui n'existaient pas. Ouais. On en a entendu. Hein. Dans le fond, ça nous faisait rigoler, mais on évitait de le montrer, hein, parce qu'on ne savait jamais. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris sur l'identité de cet officier? On a appris que c'était le commandant de la manutention. D'accord. C'est lui qui dirigeait la manutention de Nevers. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fabriquait là-dedans? C'était un dépôt de vivres pour l'armée allemande. Avant, c'était un dépôt de vivres pour l'armée française, mais ils avaient pris la suite, puis ils avaient récupéré tous les restes qui restaient de la débâcle. Hein.
Et il en restait gros, hein, parce que c'était les boules de pain, les sacs de riz, les sacs de farine, tout. Hein. Il y avait tout là-dedans. Et c'est lui qui dirigeait tout ça? C'est lui qui dirigeait tout ça. Et il avait des ouvrières, dont la fille, là, qui travaillait. C'était des filles françaises, quoi. Alors elles étaient sous ses ordres. Et j'ai assisté à ses obsèques. C'est pas vrai. Ah oui, ça, tu m'as jamais raconté. Parce que quand il a été enterré, j'étais à l'hôpital, il venait de m'opérer là. Et il m'avait foutu au cabanon où ils enfermaient les fous. Il était juste à côté de la morgue. Alors j'étais là-dedans, j'étais dans un lit qui était scellé dans le béton, avec une chaîne aux pieds. Et il m'avait mis là en attendant ma convalescence, que je retourne à la prison. Alors c'était ça, 3-4 jours après. Alors ils ont fait l'autopsie, le temps de faire tout ça. Et juste à côté de toi. Un beau matin, j'entends les cuivres en musique. Ils ont fait son enterrement en musique. Alors le flic, comme j'ai joué au foot avec lui, c'était un copain. Il m'avait pas serré. Alors j'avais glissé mon pied dans la chaîne, puis j'étais venu jusqu'à la porte. Puis j'ai regardé. Oh, dis donc, j'ai vu que c'était l'enterrement du Boche. Les cris sourds du pays qu'on enchaîne.